42. Ravi de vous accueillir dans cet événement La Tech pour toutes. Et aujourd'hui, on va aborder la tech et la culture. Donc, je me présente très rapidement. Je suis Sophie Viger. Je suis directrice générale de 42. Et nous accueillons aujourd'hui 4 femmes qui travaillent dans la culture et avec lesquelles on va pouvoir discuter des usages et de finalement qu'est-ce que vous, dans votre entreprise, vous apportez à la culture et à l'accessibilité à la culture. Je vous laisse vous présenter chacune votre tour. Ça vous va ? En quelques mots, rapidement, Anna, je t'en prie, tu peux commencer. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Anna Beliaev, je suis directrice déléguée chez Artips. Voilà, je suis très heureuse d'être avec vous. Chez Artips depuis 7 ans. Je présente aussi un petit peu Artips. Ah bah ouais, parce que, à moins que, est-ce que vous connaissez Artips ? Tiens, c'est intéressant de savoir. Est-ce que quelqu'un dans la salle connaît Artips ? Oui, donc on a une personne. Super, c'est chouette. Ça vous plaît ? Aimez bien ? Bah super, alors vas-y, tu peux y aller. Donc Artips, c'est une entreprise qui existe depuis 11 ans. On est une newsletter culturelle grand public, née de la volonté de rendre la culture et les savoirs accessibles. On s'appelle Artips parce qu'on a commencé par raconter des tips sur l'art pour faire découvrir l'histoire de l'art grâce à une petite histoire qui se lit en moins de 2 minutes, racontée sur un ton oral, chaleureux, incarné, en version numérique et gratuite, puisqu'il suffit de s'abonner sur le site pour recevoir une petite dose de culture 2 fois par semaine dans sa boîte mail. Et puis très vite, on s'est dit que ce qui nous intéressait, c'était de transmettre la culture, les savoirs plus largement. Donc on a développé le concept avec d'autres thématiques, Artips musique, Artips science, Artips éco, voilà, dans l'idée de faciliter en fait, l'accès à la culture, au savoir, grâce à une newsletter. Et du coup, on choisit le thème ou c'est vous qui envoyez des thèmes différents ? On choisit, quand vous vous abonnez, vous pouvez choisir le thème en fonction de vos affinités, vos centres d'intérêt. Et du coup, quel est le thème le plus choisi ? Alors, la Artips Art reste la base d'abonnés la plus importante. On a 380 000 abonnés sur la newsletter Art. Et en tout, on a 800 000 abonnés. Donc, c'est en français uniquement ? C'est en français uniquement, la newsletter, oui. On a essayé de se lancer aux États-Unis et c'est compliqué. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Flore Salmon-Le Gagneur. Je suis directrice depuis 3 mois du Grand Palais Immersif, qui est un lieu culturel situé à la Bastille, à l'intérieur de l'Opéra Bastille, dans une petite salle secrète, enfin grande salle secrète que pas grand monde ne connaît, mais que vous connaîtrez bientôt. Alors justement, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent le Grand Palais Immersif ? Oui, toujours. Nous avons une spécialiste de tech et culture avec nous. Les autres, vous ne connaissez pas du tout ? Vous n'y êtes jamais allés ? Non ? Ok, d'accord, bah super, bah comme ça vous allez pouvoir découvrir. Ça consiste en quoi ? C'est un lieu qui a été créé il y a 2-3 ans par la RMN, la Caisse des dépôts et Vinci. Et en fait, je travaille en parallèle chez Museum Studio, qui est une autre entreprise, qui est devenue actionnaire majoritaire récemment du Grand Palais Immersif, donc, pour le rebooster un petit peu, puisqu'il n'est pas très connu jusque-là. Et c'est un lieu culturel qui se veut complémentaire des lieux culturels classiques et qui met en valeur en fait, les nouveaux usages digitaux au sein des expositions, en s'inspirant des expositions plus classiques, mais en les twistant un peu. Moi, j'ai une question un peu bête. Pourquoi le Grand Palais Immersif alors que c'est à la Bastille ? Parce que ça a été créé par la RMN qui détient le Grand Palais, qui était en travaux à l'époque où ils l'ont créé, et du coup qui a cherché un lieu annexe. Très bien, merci beaucoup. Et vous accueillez combien de personnes ? On accueille 300 000 personnes par expo. Combien ? 300 000 par expo. Ah oui, ça fait du monde quand même. Ok, super. Merci beaucoup. Séverine Oui, bonjour. Ça fonctionne ? Oui. Voilà. Donc moi, je suis Séverine Catelion et je suis marketing manager chez Paramount, dans le groupe Paramount, mais dans l'entité streaming. Donc voilà, je m'occupe de toute la communication autour des titres et des marques que je gère, qui sont donc Paramount Plus et Pluto TV. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, c'est Éléonore. Je suis Head of Talent Acquisition chez Dailymotion. Qu'est-ce que Dailymotion, du coup ? C'est ça ? Ah oui. En revanche, alors, est-ce que quelqu'un connaît Dailymotion ? Tout de suite, il y a eu plus de succès. Mais vas-y. Donc, Dailymotion, c'est une plateforme d'hébergement et de partage de vidéos. Et disponible et sur format desktop et sur app mobile. Avec une présence internationale. C'est pas uniquement France Télé.
Merci beaucoup. Alors, est-ce que maintenant vous pourriez m'expliquer en quoi ce que vous faites contribue à l'accès à la culture? Comment est-ce que ça démocratise ou pas l'accès? Est-ce qu'il y a un changement grâce à vous? Est-ce que ça permet à plus de monde d'accéder à une information culturelle, on va dire? Si oui, comment? Anna? Alors, dans l'idée, quand on a créé Artip, c'était justement de faire découvrir l'histoire de l'art à des gens qui n'y ont jamais eu accès, donc qui ne viennent pas d'un milieu social, culturel favorisé. Et ce n'est pas facile, voire quasiment impossible, de se dire « allez, je vais au musée » quand on n'y a jamais mis les pieds. C'est un endroit qui fait un peu peur. Donc l'idée, c'est de proposer une petite porte, une petite fenêtre ouverte vers la culture, vers l'histoire de l'art, notamment avec la première newsletter sur l'art, pour découvrir un artiste, un courant. On l'explique très simplement. Ensuite, libre à chacun de prolonger ou non cette découverte. Alors, on propose, nous, des liens en savoir plus pour permettre aux abonnés qui sont curieux et qu'on a réussi à accrocher avec cette petite histoire d'aller un petit peu plus loin, d'aller voir une exposition, etc. Mais voilà, donc déjà il y a la gratuité, le fait que ce soit via le numérique, puisqu'il suffit de s'abonner sur un site et qu'aujourd'hui tout le monde a un smartphone. Et puis aussi parce qu'on utilise vraiment des termes simples, faciles à comprendre, très peu de noms propres. S'il y a des termes compliqués, on les explique. Enfin, on part du principe qu'il n'y a besoin d'aucune connaissance préalable pour découvrir des artistes, des œuvres grâce à nos petites histoires. On fait vraiment attention à cela pour embarquer tout le monde, y compris et surtout les gens qui n'ont pas eu la chance d'aller au musée, à la bibliothèque, etc., avec leurs parents. Ok, merci beaucoup. Alors je pose tout de suite la question qui fâche, qui est visiblement, en fait, c'est assez court, avec des mots simples. Un peu, tout me semble très très simplifié. Est-ce que vous n'êtes pas en train de simplifier et de rendre anecdotique quelque chose qui mérite de l'approfondissement, quelque chose qui mérite beaucoup plus de temps pour le comprendre? Oui et non. Donc oui, on simplifie énormément et c'est anecdotique, mais on est l'hameçon digital. On est ce qui va déclencher une envie de se plonger dans un livre, lire tout un article beaucoup plus long, complexe, tout ce qu'on veut, ou des vidéos ou des documentaires que l'on conseille pour approfondir si on a aimé l'histoire, ou d'aller justement au musée parce qu'on a donné une clé de compréhension d'une exposition. On parle aussi beaucoup d'ouvrages, donc donner envie de découvrir un livre quand l'anecdote qu'on a racontée a plu. Donc non, je dirais que c'est essentiel aujourd'hui de donner ces clés d'entrée et c'est un petit tremplin pour ne pas avoir peur d'aller plus loin, d'approfondir. Merci beaucoup, Flore. Alors, en quoi le Grand Palais Immersif contribue à l'accès à la culture ? Donc, vaste question. En gros, aujourd'hui, si on prend le Louvre, c'est 9 millions de visiteurs. Et c'est le musée le plus visité en France. Mais à part ça, grosso modo, il y a quand même beaucoup de gens qui ne vont pas dans les musées ou que ça n'intéresse pas trop. Ce qui est intéressant au Grand Palais Immersif, c'est justement que même si les audiences sont évidemment beaucoup plus petites, la moitié de nos visiteurs sont des gens qui n'ont jamais... ou qui ne vont pas régulièrement au musée, en tout cas. Et en fait, en proposant des expériences qui sont immersives avec du digital et en l'occurrence qui sont souvent interactives, donc c'est-à-dire que les gens ont des interactions avec l'œuvre et c'est moins passif comme expérience, on arrive à toucher un public plus large, en gros. D'accord. Et je me demandais, Anna, pardon de revenir en arrière, est-ce que vous avez développé des partenariats, par exemple, si vous abordez un sujet, est-ce que du coup vous avez un partenariat derrière pour vendre des livres qui sont sur le sujet ou avec des institutions pour proposer, par exemple, un accès à un musée ou autre chose? Est-ce que vous nouez des partenariats de ce genre-là? Oui. C'est même comme ça qu'on se finance. En fait, quand on a lancé la newsletter, il n'y avait pas d'idée de business model derrière. C'était vraiment voir si ça fonctionne et faire grandir une communauté via le bouche à oreille. Et en fait, évidemment que des gens qui travaillent dans les musées ont découvert la newsletter et se sont dit que c'était un excellent moyen pour faire connaître justement leur exposition et pour attirer des publics
plus éloignés de la culture qui ne courent pas les expositions tous les week-ends. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de faire des partenariats éditoriaux avec des institutions culturelles. Donc, quand on fait un partenariat, il n'y a pas de bannière publicitaire, on ne renvoie pas vers la billetterie, on fait connaître une œuvre ou un artiste, on a la même ligne éditoriale, le même ton chaleureux, incarné, et la même promesse qu'on va apprendre quelque chose en moins de 2 minutes grâce à cette petite histoire. Et à la fin, on dit que l'anecdote est racontée en partenariat avec tel ou tel musée. Et d'ailleurs, si vous avez envie de voir d'autres œuvres de cet artiste, il se trouve qu'il est en ce moment dans telle ou telle exposition. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Et c'est vraiment aujourd'hui très apprécié de nos partenaires. C'est une bonne façon pour eux de toucher un public plus large et de faire découvrir plus largement les artistes qui promeuvent. Est-ce que ça risque pas de venir biaiser votre ligne éditoriale ? Si, mais on y fait très attention. On a moins de la moitié des newsletters qui sont sponsorisés. Et on ne veut pas en avoir plus de la moitié pour cette raison, nous permettre de varier les sujets, les époques, les continents. On essaye vraiment d'avoir une très grande diversité des sujets, de parler beaucoup d'artistes femmes. Je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard, mais on est entreprise de l'ESS depuis 5 ans et c'est vraiment au cœur aujourd'hui de notre travail de parler, sans en avoir l'air, de sujets de société pour sensibiliser aussi nos lecteurs à cela et notamment faire découvrir des économistes, des scientifiques, des artistes femmes qui ont été oubliés, voire dépossédés de leurs travaux en expliquant pourquoi, etc., lutter contre l'effet Mathilda. Donc il y a un vrai propos politique derrière. Oui, il y a un vrai propos assez engagé. Okay, super, merci beaucoup. Flore, la petite question qui va avec, donc le Grand Palais immersif, c'est du numérique, est-ce que c'est pas gadget? Est-ce que ça peut ne pas être quelque chose qui vient concurrencer ce qu'on appelle un vrai musée? Et est-ce que c'est pas un peu gadget, justement? La question sympa. Donc, en gros, ce qui est intéressant, c'est qu'on essaye de mettre en place, en plus des expériences immersives, enfin, au-delà des expositions immersives qu'on propose, il n'y a pas que du numérique. Donc, il y a aussi des sculptures, il y a aussi, il peut y avoir des tableaux. Enfin, en fait, on diversifie les médiums pour que ce soit pas uniquement numérique. Déjà, premier truc. Et deuxième truc, c'est pas forcément, ça concurrence pas les lieux culturel traditionnel, ça a plus vocation à être complémentaire. Et ce qui est marrant aujourd'hui, c'est que si vous prenez le musée d'Orsay, qui a priori est quand même assez classique comme musée, ils commencent à mettre en place des expériences de VR en parallèle de leurs grandes expos. Donc c'est 20 minutes, 45 minutes. Et le but, c'est que les gens fassent et ça, et l'expo à côté, en fait, pour montrer un autre angle, recontextualiser l'époque dans laquelle l'expo s'inscrit, pour que les gens se projettent mieux. Et du coup, le but, c'est pas de faire l'un ou l'autre. Donc, c'est pas de vous dire que c'est numérique et c'est 3 fois mieux. C'est juste que ça donne une autre approche du sujet, parfois un peu moins abrupte ou un peu moins froide. Et l'idée, c'est que les deux combinés, ça apporte une expérience plus holistique et du coup plus accessible à tous, en fait. Alors justement, on reparlera de l'accessibilité après, de savoir si justement ça permet à d'autres publics de venir. Séverine, alors vous, en quoi Paramount contribue à l'accès à la culture ? Écoute, je vais revenir un petit peu peut-être sur tout à l'heure où j'ai pas forcément développé ce que c'est Paramount+. Notamment, c'est une plateforme de streaming parce qu'elle est plutôt récente. Donc, elle a été lancée en France il y a bientôt 2 ans. Alors, pardon de t'interrompre, mais pareil, qui connaît Paramount+? Ah oui, quand même. Ouais. D'accord, ok, merci. Voilà. Ça veut dire que toutes les campagnes de marque, etc., que je mets en place, voilà, ça fonctionne un petit peu. Donc voilà, donc c'est vraiment une plateforme où on va retrouver les contenus, alors des productions originales qui seront faites par les studios du groupe Paramount, donc CBS, MTV Entertainment, Showtime, voilà, mais aussi des contenus qui viennent des chaînes comme Nickelodeon, Comedy Central ou MTV. Donc voilà, c'est un peu ça Paramount+. Donc c'est quelque part un pan de la culture, si je peux dire ça comme ça, puisqu'on a accès finalement à des contenus originaux et à la fois qu'on connaît un peu tous, des classiques, puisque qui dit Paramount, on pense aussi à l'héritage du studio de cinéma. Donc voilà, donc quelque part, c'était la volonté du groupe Paramount, justement, dans toute cette vague de l'avènement du streaming, de mettre à disposition et de donner de la visibilité davantage
à ces créations, en fait. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on démocratise l'accès. Là, je parle de Paramount+, qui est une plateforme payante. Et puis dans le groupe, il y a aussi Pluto TV, qui est une plateforme gratuite, qui est sur le modèle des FAST. Donc FAST, Free Ad Supported TV. Donc voilà, l'idée, c'est de mettre en avant tous les contenus qu'on a un peu connus, les contenus audiovisuels. Donc on aura des chaînes... la plus récente lancée, c'est 90s Classics. Donc, si on a envie de revoir des séries télé qu'on a aimées dans les années 90, on peut repartir sur Pluto TV. Voilà, il y a un petit peu de tout. Donc. Ok, merci. Pareil, la question qui fâche un petit peu, c'est c'est quoi la ligne éditoriale exactement? Est-ce que vous priorisez plutôt les blockbusters et est-ce qu'il va faire une grande écoute? Et est-ce que du coup, vous ne risquez pas d'uniformiser un petit peu les goûts et les connaissances, les savoirs, plutôt que d'approfondir l'appareil du public? Oui. Effectivement, bonne question. Surtout si on le prend sous l'angle vraiment de la plateforme en elle-même qui a son propre positionnement, c'est vrai en fait. Donc Paramount+, c'est la plateforme des grandes stars hollywoodiennes qui sont passées sur des séries télé. Donc c'est vrai qu'on est très série blockbuster, mais comme je disais tout à l'heure, c'est un catalogue qui est très varié et qui va reprendre des programmes de Nickelodeon, donc on va retrouver du Pat' Patrouille, on va retrouver, voilà, donc il y en aura vraiment pour tous les goûts quelque part, autant sur voilà, des séries qui sont assez phares avec des stars comme Stallone, Costner, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a ce focus qui est fait parce que ça reste des programmes mainstream dans le sens où ils vont parler un peu à tout le monde. Mais je crois qu'aujourd'hui, cette diversité culturelle, elle est présente à la fois au sein de la plateforme, si on cherche un petit peu, puisque les programmes qui sont mis en avant, c'est vrai, sont ces blockbusters, mais il y a de tout sur la plateforme elle-même. Et puis globalement, je dirais que le streaming, aujourd'hui, sans qu'on se fâche vraiment avec toute la multiplicité de plateformes et de choix qu'il y a, ça peut être un casse-tête, mais c'est quelque part aussi une mise en avant de créations qu'on n'aurait pas, auxquelles on n'aurait pas accès du tout. Généralement, donc on a des plateformes qui vont être, comme Paramount+, peut-être un petit peu plus orientées sur du blockbuster, mais d'autres qui vont proposer des films d'auteur, de l'animation. Donc voilà, l'idée, c'est avec un peu de curiosité de chercher finalement laquelle plateforme nous correspond le plus. Vous avez un système de recommandation intégré ou pas? Chez Paramount, c'est très, on va dire, et notamment Pluto TV par exemple, c'est très manuel, enfin c'est très humain. On a derrière vraiment c'est beaucoup d'humains, il n'y a pas trop d'algo pour pousser les contenus. Et donc on va avoir des newsletters, enfin un peu, voilà, on va s'adresser à nos consommateurs de cette façon-là. La recommandation première, ça va être les campagnes, les campagnes marketing qu'on met en place. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, on va avoir accès à tout plein de sites, je crois, des sites web. On va avoir des partenariats, avec des communautés, voilà, pour pouvoir en dire plus sur les contenus qui sont disponibles sur la plateforme. Merci beaucoup. Éléonore, en quoi Dailymotion améliore l'accessibilité à la culture ou participe à la culture? Oui, ça fonctionne. Pour répondre à cette question, je pense que c'est important de vous expliquer un peu ce qui se passe, ce qu'est Dailymotion, parce que nous, en tant qu'utilisateur final, on voit surtout ce qu'on appelle la partie B2C, c'est-à-dire quand je vais sur le site et sur l'application, je peux consommer de la vidéo et du contenu vidéo. Et pour que tout ça fonctionne, derrière, il y a également deux solutions plus orientées B2B, donc qui sont toute la solution AdTech, donc en fait tout l'écosystème qui va autour, donc AdTech pour Advertising Technology, donc tout l'écosystème qui va autour de la publicité, ces fameuses publicités que vous avez en début et au milieu de la vidéo. Et c'est aussi Dailymotion Pro, donc c'est une solution vidéo player à destination des médias qui ont besoin d'embarquer un player vidéo sur leur site internet, par exemple, qui ont besoin d'une solution vidéo. Donc, comment est-ce qu'on contribue à l'accès à la culture? On permet, grâce à ces solutions B2B, aux consommateurs, à l'utilisateur final, de consommer des vidéos gratuitement, puisque ce n'est pas payant de pouvoir utiliser et télécharger l'application Dailymotion. Donc ça, c'est le premier niveau de réponse. Et comme c'est un écosystème
entier, c'est-à-dire que si on veut pouvoir consommer des vidéos, on a besoin de pouvoir avoir des gens qui postent des vidéos parce que sinon on a une plateforme vide. Donc on contribue aussi à l'accès à la culture en permettant justement aux médias d'avoir déjà un outil, un support sur lequel publier leur contenu et également de pouvoir avoir des conseils. On a une présence internationale, donc on a un visu sur toutes les pratiques et toutes les habitudes et l'évolution des habitudes de consommation de la vidéo à l'international. Et donc on est capable aujourd'hui aussi de pouvoir conseiller sur les bonnes pratiques. On est capable aussi de savoir quels sont les formats qui sont les plus consommés ou les plus en vogue. Par exemple, on a développé le fameux format vertical pour pouvoir permettre aux créateurs de contenu de diffuser du contenu vertical à la fois sur la partie desktop et sur la partie mobile également. Et sur la partie utilisateur final, juste sur la consommation en elle-même de la vidéo, Dailymotion se veut un espace safe de consommation de vidéo. On s'oriente beaucoup sur du contenu premium, des sources certifiées et parlant de l'algorithme, justement, on a un algorithme de recommandation qui se veut vous accompagner et vous permettre de développer votre esprit critique. Quel est ton animal préféré? L'axolotl. L'exoloque? Axolotl. Axolotl. J'apprends un animal aujourd'hui. C'est un petit animal. Alors là, on dérape totalement. C'est une sorte de batracien. Enfin, c'est un petit animal qui ne grandit jamais et qui peut se régénérer tout le temps. C'est très joli. Ok. Ouais. On a une anecdote Artip Science pour raconter ce que c'est l'axolotl. Je te l'enverrai. Super. Bon, alors, notre algo, au lieu de t'envoyer uniquement, au lieu de t'envoyer uniquement des algologues, je ne sais même pas le dire, mais au lieu de t'envoyer uniquement des vidéos de cet animal-là, on va se dire, est-ce que finalement, ce serait pas intéressant que tu puisses voir des éléphants, et puis des renards, et des tortues, et peut-être même des arbres au final, parce que peut-être qu'à la fin, plutôt qu'un animal, tu vas préférer une plante. Et à la fin de la journée, c'est toi, avec justement cette vision éclairée sur les différentes opportunités d'animaux, de décider si vraiment ton truc c'est les axolotes ou si finalement tu préfères les renards. Vachement bien ça. Et du coup, vous avez une analyse derrière pour voir à quel point les recommandations pour essayer de s'écarter un petit peu de la sphère de départ d'intérêt fonctionnent ou ne fonctionnent pas. Est-ce que en effet ça fonctionne? Est-ce que vous voyez qu'il y a plutôt une tendance à rester accroché vraiment à son intérêt premier? Je n'ai malheureusement pas cette donnée. Okay. C'est une très bonne question. Ah, c'est intéressant de voir ça. Et sinon, la question qui fâche, est-ce que les jeunes n'y passent pas déjà beaucoup trop de temps devant les écrans et à regarder des vidéos? Non. Vaste question. En effet, la réponse à chaud, c'est oui, la vidéo courte présente certaines dérives, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut construire un dialogue sur la base d'une vidéo de 2 minutes et qu'est-ce qu'il en est du coup de notre capacité aussi, du développement de notre capacité de concentration et d'attention. Ça, c'est le premier niveau de lecture sur la vidéo courte, qui est le format de vidéo qui est le plus en plus en vogue, qui est de plus en plus consommé aujourd'hui. Maintenant, est-ce que c'est pas aussi une porte d'entrée? Parce que souvent, ce qu'on observe, c'est que sur un même sujet, entre une vidéo courte et un texte sur le même sujet, le texte ne va pas être consommé entièrement, là où la vidéo sera consommée entièrement. Donc en fait, c'est un excellent moyen de pouvoir attirer l'attention et c'est une très bonne porte d'entrée sur un même sujet pour pouvoir ensuite inviter à creuser le sujet. Donc ok, cette vidéo courte m'interpelle, j'ai envie d'en savoir plus, donc je vais aller regarder d'autres vidéos sur le même sujet ou des avis complémentaires ou des avis contradictoires pour pouvoir ensuite me faire mon avis sur ce sujet-là sur lequel auquel je ne me serais pas forcément intéressée si je n'étais pas tombée sur cette vidéo-là. D'où l'intérêt de l'algo de recommandation derrière. Oui, d'accord, je vois. C'est vrai qu'on a du mal à savoir si en fait si ça va être de la consommation uniquement de courte durée, de choses qui restent en surface, ou si réellement il y a un approfondissement derrière. Donc vous constatez que oui, c'est possible, il y a un approfondissement derrière. Pareil sur Artips. Est-ce que vous avez une analyse de à quel point les gens vont pousser derrière un peu plus leur consommation ou s'ils restent plus en surface?
Alors oui, déjà on sait où est-ce qu'ils cliquent, donc on voit qu'ils cliquent sur les liens en savoir plus. Ensuite, ils nous écrivent énormément, notre communauté elle est hyper engagée et c'est un peu un sacerdoce, mais on le fait quand même de bon cœur. On répond à tous nos lecteurs. C'est énormément de messages. Alors souvent, c'est juste pour nous remercier et nous dire merci d'apporter cette petite touche de bonheur à ma journée, etc. Mais parfois, en fait, il y a aussi des questions sur le fond, sur le contenu. On y répond. Et puis, quand on fait des partenariats éditoriaux, c'est aussi ça que nos partenaires viennent chercher, qu'on renvoie vers leur site et que ce soit du trafic qualifié. Et en fait, c'est pour ça que ça marche aussi, ce business model. C'est parce qu'ils constatent que, vu qu'on a réussi à vraiment les accrocher, leur donner envie, les intéresser au sujet, grâce à la petite histoire, c'est du visitorat qualifié qui reste assez longtemps sur le site du partenaire ensuite, qui visite plusieurs pages, etc. Donc, on a ces données. Est-ce qu'on peut parler des publics un petit peu et le mêler avec les questions d'accessibilité? Alors, on va commencer par toi, Flore. Au Grand Palais Immersif, c'est quoi le public en fait? Est-ce que justement il y a un public un peu particulier qui ne serait pas allé dans des musées mais qui là vient particulièrement? Est-ce que vous analysez votre public? Est-ce qu'il est plutôt vieux, jeune, plutôt féminin, plutôt masculin ou... Oui, bien sûr, on analyse. En fait, aujourd'hui, il est très large et assez hétéroclite, ce qui est plutôt une bonne chose. Et du coup, on veut que les familles viennent nous voir, que des enfants, même de 5 ans, viennent. En fait, comme il y a une dimension interactive, il y a un côté un peu, pas entertainment, mais un peu jeu et un peu marrant, qui est plus divertissant, on va dire, que dans une expérience plus classique. Il y a... des geeks, parce qu'il y a une expo sur l'IA en ce moment. Il y a des femmes autant que des hommes, c'est à peu près équivalent. Des gens plus âgés, enfin, c'est globalement assez large. Voilà. Est-ce que tu trouves que ça favorise l'accès? Est-ce qu'en fait, le fait de mettre du numérique, ça va permettre à des publics un peu différents de venir et d'être attirés, et que par ce biais-là, hop, on peut passer de la culture ou d'autres... Oui, les retours qu'on a, c'est qu'en fait, le fait que ce soit immersif, et donc, enfin, immersif veut tout et rien dire, mais en tout cas qu'il y ait du numérique, ça paraît plus accessible, plus facile aux gens, et du coup, ils viennent plus facilement que dans une institution qui serait plus froide, peut-être plus classique, plus connue, peut-être aussi. On est un plus petit lieu pour l'instant, mais en tout cas, oui, ça pousse les gens quand même à entrer un peu plus que dans un lieu classique. Et dans tes équipes, vous êtes plus de femmes que d'hommes, ou c'est pareil, ou c'est mélangé? On est en train, on a récupéré le lieu du coup il y a 3 mois. Il y avait l'équipe, donc c'est une quinzaine de personnes, était à moitié complète. Et là, je suis en train de finaliser les recrutements et on a plus de femmes maintenant, donc c'est cool. Non, il ne faut pas dire, donc c'est cool. Ouais, okay. Et vous recrutez encore en ce moment? On est en train, c'est la fin. Voilà. Ah, bon, non, je vais faire un petit signe au public. Il est toujours temps, mais après, c'est pas forcément des profils tech, pour le coup. Ouais. Mais oui, on recrute un technicien, enfin quelqu'un d'assez qualifié en audiovisuel, comme on a plein de projections, etc. On a besoin de quelqu'un de référent sur le sujet et un ou une chargée de production pour aider à tout le montage des expos. Est-ce que vous avez une politique particulière dans le recrutement ? Ou ça n'a pas été nécessaire ou... Non, pas spécialement. Non, pas spécialement. Non. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Séverine, sur les publics aussi, est-ce que vous avez une analyse des différents publics qui sont sur vos plateformes? Qu'est-ce que ça donne? Oui, très clairement. Enfin, ça passe beaucoup par l'analyse des datas. Hein. Enfin, vraiment, le streaming, l'idée, c'est le premier objectif, c'est d'ouvrir vraiment avec le catalogue qui est, comme je disais, varié tout à l'heure, qui peut toucher tout type de public. Et puis, on analyse beaucoup le comportement des consommateurs qui viennent, qui regardent, ce qu'ils regardent. Ça nous donne une idée de qui ils sont, même si on n'a pas le droit de leur demander exactement qui ils sont, mais ça donne un petit peu une idée. Donc, c'est plutôt varié. On va avoir autant de jeunes que de moins jeunes, de féminin, masculin, voilà. Mais on ne va pas se mentir, les dernières productions de Paramount Plus sont très masculines, enfin en tout cas pour les gens à goût masculin.
C'est voilà, beaucoup de stars, comme je les nommais tout à l'heure. On a du Stallone, on a du Kevin Costner. Et c'est vraiment un travail qui est fait continuellement en fait, en termes de stratégie de contenu. Puisque moi je suis du côté marketing, mais on travaille beaucoup avec les responsables de contenu du groupe pour justement toujours avoir cet équilibre en fait, non seulement au sein des productions, faite quand même sur un sujet. Tout à fait. Non seulement au sein des productions, mais voilà aussi au sein des équipes. Enfin, tu peux poser la question, et c'est vrai que chez Paramount, on a la chance d'être assez équilibré. C'est mix 50-50 ouais. Et donc il y a une vraie politique derrière qui a été mise en place pour atteindre ce résultat, ou ça s'est fait de manière organique? Il y a une vraie politique. Ça vient déjà des États-Unis, donc clairement on a un département de diversité et inclusion, voilà, qui travaille vraiment sur le sujet en interne. On a ce qu'on appelle des ERG, qui sont des groupes en fait d'employés, dont je fais partie, par exemple Women Plus, et on fait notamment beaucoup de partenariats. Ça pourrait être intéressant d'échanger sur le sujet, mais où on fait venir des gens qui vont venir parler, par exemple, des femmes dans la tech, et nous, ça va nous nourrir quelque part en tant que femmes dans la structure, dans la culture et dans le streaming, dans le groupe. Donc il y a une vraie attention portée sur le sujet, oui. C'est bien, ça fait plaisir. Éléonore, tu es Talent Acquisitor. Du coup, à Dailymotion, est-ce que... alors je ne sais pas si d'un côté, sur les publics, vous avez, j'imagine, des analyses de qui sont vos publics. Est-ce qu'il y a des tendances particulières que l'on peut voir? Et est-ce que chez Dailymotion, il y a une attention particulière qui est mise ou pas sur l'inclusion, la diversité? Est-ce que tu recrutes en ce moment? Alors, oui, on recrute. Ce qui est génial chez Daily, donc ce qui est génial pour l'équipe recrutement chez Daily et aussi pour la vie au quotidien, c'est qu'en fait, comme on a un écosystème assez complexe, donc derrière complexe, il y a le mot richesse aussi, parce que complexe dit que on a différents types de métiers, énormément de types de métiers en fait qui sont représentés. On a à la fois des populations très tech, donc pour toute la partie dev, et donc sur du dev on en a pour des produits B2C et des produits B2B. On a un pôle data évidemment pour toute la partie algorithme et analyse des données, et puis on a notre AdTech qui nécessite d'avoir des populations commerciales également, et puis on a toutes les fonctions qu'on appelle souvent les fonctions support, qui sont là pour accompagner le fonctionnement de l'entreprise, donc finance, légal, RH, etc. Donc on a vraiment un large panel. On est environ 400 personnes aujourd'hui, et on a plusieurs bureaux en France, un bureau à New York, un bureau à Singapour. Donc on a vraiment cette richesse aussi internationale au quotidien. Vous êtes quand même dans des milieux qui sont assez mixtes, si je comprends, ou bien où il y a une attention particulière qui a été faite pour éviter qu'il y ait une majorité, non? Oui. Oui, c'est le cas. Après, il y a un vrai travail malgré tout, qui est continuel en fait, ne serait-ce que, on a cette étude qui sort tous les ans pour savoir un peu si on est en termes numériques, certes, mais aussi en termes de salaire. Donc, il y a encore beaucoup de boulot. Et c'est pour ça que les groupes comme Women Plus chez Paramount sont importants, et à la fois pour les femmes, mais aussi pour les alliés. Voilà, donc c'est important de continuer le combat. On a encore à se battre et à défendre. Alors Anna, tu disais justement, alors d'abord, le public de la newsletter, est-ce qu'il est plus féminin, plus masculin? Est-ce qu'il y a un public particulier type? Alors, nous, on a 60% de femmes abonnées à nos newsletters, 40% d'hommes. C'est un bon ratio pour un média culturel. Donc ça, on est très contents, ça nous rend fiers. En termes d'âge, alors on a fait une enquête auprès de notre public il y a 2 ans. On a eu 14 000 répondants, donc on a quand même une bonne base de données. On a un petit tiers de jeunes, on va dire, de moins de 35 ans. On a un gros tiers d'actifs entre 35 et 65 ans, et un tiers de 65 ans et plus. Donc
assez représentatif. Et en fait, ce qu'on n'avait pas forcément anticipé, imaginé, c'est qu'aujourd'hui, on aide nos abonnés retraités à se mettre à la page sur le numérique. Il y a cette forme d'inclusion-là aussi, parce qu'ils ont parfois encore des adresses mail, la poste.net, etc., que les images passent pas bien, donc on leur explique qu'il serait peut-être temps de changer d'adresse mail. Ils nous appellent, on leur explique comment faire. Ouais. Donc il y a cette forme d'inclusion-là qui est chouette, en fait, de voir que des retraités, des personnes vraiment âgées nous disent qu'elles continuent d'ouvrir sa boîte mail tous les jours pour nous lire, etc. C'est une belle récompense, finalement. Sur les réseaux sociaux, c'est plus jeune, nos abonnés, et c'est quand même un vrai défi aujourd'hui sur des sujets de transmission des connaissances, des savoirs, d'aller chercher des jeunes. Donc on essaye d'avoir des formats plus adaptés, comme des vidéos courtes, mais en donnant du contenu de qualité et dans l'idée, en fait, toujours d'être cette petite fenêtre, porte ouverte pour leur permettre d'approfondir, de réfléchir, de se forger leur esprit critique. Donc voilà pour ce qui est des publics qui nous lisent. On a beaucoup d'enseignants, on a 22% d'enseignants, et c'est aussi vraiment très important pour nous. Donc ils nous écrivent énormément, ils nous demandent s'ils peuvent utiliser les newsletters, enfin les anecdotes pour illustrer leurs cours, etc. Ou bien ils nous écrivent après coup pour nous dire que ça a hyper bien marché, que les élèves ont aimé, que ça les a aidés, etc. Et on a une offre en fait aussi pour l'enseignement, pour l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, avec des capsules de culture générale, artistique et citoyenne pour renforcer le bagage culturel des élèves, des étudiants. Donc voilà, on fait pas mal de choses pour aller vers un public large. Et vous disiez, et alors du coup, je ne sais pas si c'est partagé, mais vous disiez que vous aviez une vraie politique derrière, parce qu'on sait que les femmes ont été invisibilisées, que ce soit dans les sciences, dans la culture, dans l'art, etc. Et vous, il y a un vrai propos qui est que vous essayez de mettre en avant et de mettre en lumière des femmes dans tous ces domaines-là, particulièrement parce qu'il faut en avoir l'envie pour le faire, parce que sinon, si on se laisse aller naturellement à reprendre ce qui existe, on reproduit. Ouais. Absolument, parce que quand on demande à des gens qu'on croise dans la rue de citer des femmes scientifiques ou artistes, c'est Marie Curie et ça s'arrête là à chaque fois. C'est toujours la même. Et ça vient d'où, en fait? Qui porte ce sujet? C'est notre équipe en interne. Alors, on est quand même beaucoup plus de filles que de garçons, parce que dans la culture, c'est difficile de recruter des hommes. Néanmoins, on a 2 développeurs, une femme et un homme. Et parmi nos rédacteurs de contenu, on a 3 femmes et un homme. On réussit à avoir un homme. Donc, on essaye... quand même d'avoir des profils diversifiés aussi dans l'équipe. Mais c'est vraiment porté par l'équipe, par nos rédacteurs, nos ingénieurs pédagogiques, enfin rédacteurs et rédactrices, avec cette volonté d'aller chercher, de faire connaître, de faire des recherches, etc. Est-ce que vous avez cette attention-là au Grand Palais Immersif? Est-ce qu'il y a une attention qui est portée particulièrement sur des artistes féminines, ou mettre en œuvre, en avant ou pas particulièrement, ou c'est pas un sujet? Honnêtement, pas particulièrement. On programme 2 à 3 grandes expositions par an, mais en fait, comme on a déjà un enjeu de gagner à être plus connu, de créer des expériences un peu singulières qui se démarquent de toutes les expos qui apparaissent, et il y en a des milliers. Donc on prête plus attention au contenu, en tout cas au thème qu'on va présenter, qu'au genre ou qu'aux artistes. Enfin, les artistes sont hyper importants, évidemment, mais que ce soit homme ou femme, il n'y a pas de politique spécifique là-dessus. Il n'y a pas quelque chose de particulier. Il n'y a pas non plus, chez Paramount, quelque chose de particulier sur la ligne éditoriale. Est-ce que vous essayez de mettre en avant des réalisatrices, des autrices, particulièrement, ou c'est pas un sujet? Oui, c'est toujours un sujet, et pas que sur le mois de mars. En général, vraiment, on essaye de se battre aussi, parce qu'on a un nombre de femmes dans les équipes, qu'on a ces groupes dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est toujours un sujet dans nos échanges. Mais encore une fois, c'est pas si simple, puisqu'on se rend compte que les dernières sorties, les dernières séries mettent en avant beaucoup d'hommes, à la fois en termes de réalisation, mais aussi en termes de cast. Donc c'est un combat permanent. Dailymotion, quelque chose de particulier, en fait, vous ne choisissez pas vos contenus. Donc Voilà, mais après, on est une plateforme qui promeut aussi la diversité et l'inclusion. Après, je peux parler au niveau RH, en tout cas, c'est quelque chose
auxquelles on fait très attention, enfin, la diversité et l'inclusion, par des partenariats qu'on réalise, par nos actions de recrutement, par l'accompagnement dans la vie ensuite de nos collaborateurs. C'est en effet quelque chose qui nous importe beaucoup. Bon, ça va, c'est rassurant de voir que c'est un sujet qui est un peu porté partout. Est-ce que l'une d'entre vous veut s'exprimer sur en quoi finalement le numérique change les usages de la culture? Oui. On a répondu à beaucoup de questions jusqu'à présent. Mais en fait, est-ce que c'est le numérique qui change les usages de la culture ou le numérique qui s'adapte aussi aux nécessités et aux souhaits de consommation ou aux habitudes de consommation? Donc en fait, bon, en vrai, c'est un peu les deux main dans la main, quoi. C'est d'où l'intérêt d'avoir une politique produit à l'écoute de ces évolutions de consommation, parce que, encore une fois, en tant qu'acteur du numérique, on a cette mission de pouvoir apporter la culture aux utilisateurs et au grand public. Donc c'est vraiment tout l'intérêt d'être à l'écoute de l'évolution des pratiques de consommation, des besoins, des souhaits de consommation, pour pouvoir nous aussi s'adapter, développer les bonnes fonctionnalités, être présent au bon endroit et sur le bon format pour que ce contenu, cette richesse de contenu qui est dispo puisse parler et puisse atteindre le public cible. Tout à fait, merci. Ouais. Et il y a 2 startups dont j'aimerais bien vous parler qui en fait sont en train de modifier un peu à leur petite échelle, mais de modifier le rapport à, on va dire, l'art au sens très large ou le patrimoine au sens large. La première s'appelle Histovery. Et en fait, ils ont créé ce qu'ils appellent des histopads. Bon, grosso modo, c'est comme un iPad. Et en fait, ils ont installé ça dans beaucoup de lieux plutôt donc patrimoniaux, plutôt des châteaux, par exemple. Le Palais des Papes à Avignon, ce genre de lieux. Donc des lieux qui ne sont pas forcément des lieux d'exposition, mais plus des lieux historiques. Et en fait, quand vous prenez l'iPad et que vous regardez, vous le mettez devant vous, ça vous montre à quoi ressemblait le lieu à l'époque, plusieurs siècles auparavant. Et du coup, c'est génial parce qu'en fait, ça change la visite aussi bien pour des enfants que pour des adultes. Et ça vous montre, vous êtes dans le lieu actuel, donc ça ne change rien, ça ne le rend pas moins beau ni moins intéressant, mais en revanche, ça vous recontextualise tout le truc, et du coup, ça change tout en termes d'éducation, de compréhension, d'intérêt au sujet. Donc ça, c'est génial, et ils se développent de plus en plus, donc regardez ce qu'ils font. Et il y en a une autre qui s'appelle Iconem, autre start-up. Alors eux, ils scannent des sites, au départ des sites en danger du patrimoine. Donc par exemple, ils vont prendre Angkor, ils vont scanner tout le site d'Angkor et ils vont créer un visitor center juste à côté dans lequel ils vont montrer une expérience immersive issue de leur scan en 3D et qui du coup vont vous montrer Angkor, par exemple, l'évolution d'Angkor depuis sa création. Donc il y a des films, il y a, je sais pas comment dire, quoi, vous voyez vraiment les 3D du lieu, enfin un truc complètement différent et complémentaire de la visite du site. Donc ça ne remplace pas à chaque fois, mais c'est hyper intéressant, ça montre vraiment une autre manière de faire les choses. Là, ils ont scanné tout Saint-Pierre de Rome récemment, et Saint-Pierre, par exemple, il y a une grande coupole qu'on voit, et donc quand vous êtes visiteur, vous vous baladez, c'est très haut, donc en fait, vous ne voyez pas les détails. Et là, ils ont créé, donc avec le Vatican, une expérience nouvelle pour les visiteurs qui visitent cet endroit, où ils ont accès à une reproduction grâce à leur scan, de toute cette coupole, mais à l'inverse, donc dans l'autre sens. Ils la voient de dessus, très proche en fait, et ils peuvent analyser tous les détails. Donc en fait, ça crée des nouvelles formes de médiation et d'apprentissage, et ça vous donne des angles en fait différents sur des visites qui sont déjà très belles en soi, dans des lieux patrimoniaux très beaux, mais ça intrigue et ça permet de créer des points d'accroche et de connexion un peu différents. Merci beaucoup. Anna, est-ce que, d'abord, tu me disais que tu avais des retours de tes abonnés, beaucoup de témoignages. Est-ce qu'il y a des témoignages ou une histoire, un tips qui a le plus plu, qui a été le plus plébiscité par tes abonnés? Alors oui, bien sûr, on a des blockbusters, des newsletters qui marchent extrêmement bien. Il y a des thèmes blockbusters, donc quand on parle des grands peintres impressionnistes, etc., ça plaît beaucoup. Nos lecteurs aiment aussi énormément découvrir des artistes qu'ils ne connaissaient pas. On a
d'excellents retours dans ces cas-là. Et tout ce qui fait appel à l'émotion, donc quand on parle de maladie, de guerre, de choses comme ça, ça plaît aussi beaucoup aux lecteurs. J'ai un exemple... Oui, mais en fait, dès qu'on fait appel aux émotions, on engage énormément. Et j'ai un exemple en tête qui est très chouette et qui mixe tout. C'est une artiste femme, elle est méconnue et en plus c'est pendant la guerre et ça fait appel aux émotions. Donc c'est notre meilleur blockbuster ever. Donc c'est une sculptrice du début du XXe siècle qui s'appelle Jeanne Pouplet, qui était une sculptrice établie, qui faisait des sculptures de femmes, etc. Enfin des sujets assez classiques. Et donc, elle a vécu la Première Guerre mondiale. Et en 1918, elle s'est dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose pour les gueules cassées et pour les réintégrer dans la société. Et donc, elle s'est mise à sculpter des masques en plâtre pour faire après des prothèses en bronze pour ces gueules cassées et leur redonner un visage acceptable pour la société. Et ça, c'est une très chouette anecdote qu'on a racontée et qui a eu un succès retentissant. Très très belle histoire, en effet. Donc voilà, je suppose que vous allez tous vous abonner à Arttips en partant. Enfin, je le souhaite, je pense. Flore, est-ce que tu as une exposition à conseiller, à aller voir, ou qu'est-ce qu'il y a en ce moment peut-être au Grand Palais Immersif? Ouais, on vient d'ouvrir une expo la semaine dernière qui s'appelle Pixel. Et en fait, on a donné une carte blanche à un artiste contemporain qui s'appelle Miguel Chevalier, qui en fait est un pionnier de l'art numérique, donc il travaille l'art numérique depuis les années 80, ce qui était quand même assez précurseur. Et en fait, dans ses œuvres, donc encore une fois, il y a des projections numériques, mais il y a aussi des œuvres en dur, en impression 3, des sculptures en impression 3D, enfin, il y a plein de médiums différents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a intégré l'IA dans quelques-unes de ses œuvres. Et du coup, il y a des œuvres génératives et interactives, ce qui fait que le public, du coup, les visiteurs, par exemple, il y a une très grande salle au Grand Palais Immersif qui est un peu le clou final de la visite à la fin. Et en fait, dans cette très grande salle, l'œuvre est projetée au sol et sur les murs en face. Et c'est interactif et au sol et en face de vous. Donc l'œuvre bouge en même temps que chacun des visiteurs dans la pièce et ça supporte pas mal d'interactions de personnes en même temps. Voilà. Et donc il y a toute une réflexion aussi sur ce que représente l'IA aujourd'hui, la société de surveillance dans laquelle on vit d'une certaine manière, et tout ça. Donc je vous encourage à y aller, c'est génial. Ça a l'air canon, ça donne très très envie. Merci beaucoup. Séverine, est-ce qu'il y a un contenu particulier que tu aimerais transmettre ou mettre en valeur Oui, enfin, il y a toujours de l'actu, hein, c'est clairement le propre d'une plateforme, c'est d'avoir du contenu en permanence, en fait, renouvelé en tout cas. Demain, on sort une série qui s'appelle Landman, qui est sur l'univers pétrolier aux États-Unis, beaucoup de drames, de corruption, tout ça, voilà. Pour les fans de Yellowstone, s'il y en a dans la salle, la dernière saison est sortie, enfin voilà, lundi dernier. Et puis comme je disais, il y a vraiment pour tous les goûts. Donc il y a Frenchy Shore, dont peut-être vous avez entendu parler, qui sort en saison 2, une télé-réalité un peu chaude, qui sort du coup en fin de mois, donc à la fois sur MTV et sur Paramount+. Donc il y a un peu de tout, donc n'hésitez pas à aller sur la plateforme. Si vous n'êtes pas abonné, vous avez 7 jours gratuits. Faites un tour et découvrez, voilà. Merci beaucoup Séverine et Léonore. Est-ce qu'il y a une influenceuse, un influenceur, une chaîne, je ne sais pas quoi, quelque chose que tu conseillerais, qui toi t'a touché ou que tu as trouvé intéressant? Alors oui, je peux en conseiller, mais je vais respecter mon devoir de neutralité. Et je vais plutôt vous dire, un peu à l'image de notre algo, je vais vous dire, faites-vous votre avis. Et puis trouvez-vous les types de contenus qui vous intéressent et creusez les sujets. Surtout, c'est hyper important. Donc voilà, on a vraiment du contenu dispo sur plein d'univers, donc que ce soit les news, le sport, lifestyle. Et je vous invite vraiment à vous faire votre avis parce que c'est important d'avoir une vue d'ensemble large. Merci beaucoup. Il nous reste juste 5 minutes pour répondre aux questions, si jamais il y a des questions. Oui, hop, je me lève, j'arrive. Ouais. Tiens, il est ouvert. Bonjour, je préviens, je vais poser une question qui fâche. Parce qu'on a beaucoup parlé de l'accessibilité de la culture,
Mais en fait, je pense que dans cette salle, on aime beaucoup avoir un outillage aussi intellectuel qui nous permet d'approfondir, enfin d'aller par nous-mêmes en fait, chercher l'information. Et donc nous, personnes avec un outillage intellectuel, on a tendance à romantiser et idéaliser ceux qui viennent d'un désert culturel, c'est-à-dire qui n'ont pas ce bagage. Et donc je m'adresse à vous toutes. Est-ce que vous avez l'impression que vos consommateurs, vos utilisateurs finaux se sentent vus et regardés par vos contenus, par vos propositions? Et est-ce que vous n'avez pas l'impression des fois d'être hors sol? C'est une question, hein, c'est pas du tout un jugement. C'est une question que je me posais pendant l'échange que vous avez eu. Voilà, c'était ma question qui fâche. Pour éviter l'hors-sol, ma réponse, c'est la data. En fait, c'est on se raccrocher à la data pour savoir quels sont les comportements des utilisateurs, quelles sont les attentes, et donc qu'est-ce qu'on peut apporter de plus, de complémentaire. Donc, pour éviter d'être hors-sol, l'importance de la data, voilà, elle est cruciale. Ouais. Moi, ma réponse, voilà, elle est similaire. Clairement, l'idée, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est de se pencher et de regarder réellement ce qui intéresse les gens et d'adapter la stratégie de contenu aussi en fonction. C'est pas juste de pousser en fait des séries, c'est de se dire voilà qu'est-ce qui intéresse aujourd'hui et sur quel type de série, quel type de film on peut travailler qui vont vraiment voilà intéresser tout le monde. Après, c'est une société américaine. Donc voilà, voilà, les datas elles viennent de partout. Il y a quand même une adaptation au local à faire aussi. Faut pas se mentir, mais oui, il y a une vraie étude, en tout cas, de ce que souhaitent voir aujourd'hui les personnes qui viennent sur les plateformes globalement. Flore ou Andra, vous voulez rajouter quelque chose ? En fait, il y a plein de questions dans la question et c'est hyper différent pour chacune de nous, donc je ne sais pas trop comment le prendre, mais en gros, en tout cas pour les musées, il y a clairement un sujet de public et de gens qu'on ne touche pas. Enfin, on le sait très bien, il n'y a pas de naïveté là-dessus. On a recruté quelqu'un dont le job est de justement travailler les publics et d'aller chercher dans les écoles, avec les assos, auprès d'un panel de gens le plus large possible. Après, encore faut-il que ça intéresse, que ce soit dans les bons délais, il y a plein de paramètres. Donc on essaye d'aller diversifier ça au max, en ayant conscience que c'est pas simple. Et en plus, pour chaque lieu culturel, parce que le nôtre est un peu plus facile, entre guillemets, d'accès par le numérique, c'est pas le cas de tous, et c'est un sujet que se pose, c'est un problème qu'essaye de résoudre la plupart des institutions. Après, honnêtement, la démocratisation culturelle aujourd'hui en France, même si on en parle depuis des années, c'est dur, ça prend pas forcément. Quand on regarde les études de public nationales, ça reste quand même le même type de gens qu'on retrouve. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de naïveté sur le sujet. En revanche, ça se travaille vraiment de manière très granulaire pour chaque lieu, en allant travailler des cibles un peu différentes et un peu spécifiques. Non, mais en fait, dans ce qu'on dit, finalement, il y a un double sujet, c'est le type de contenu sur lequel on a la main ou pas, selon l'outil. Et après, c'est le format. Encore une fois, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir parler à ces populations. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir s'adapter, adapter nos fonctionnalités, adapter nos formats pour pouvoir toucher les publics. Et juste un dernier truc aussi, dans tous les musées maintenant, enfin en tout cas la plupart, il y a un boulot autour de ce qu'on appelle la médiation qui est mis en place de plus en plus ou moins facile, plus ou moins accessible et tout, mais c'est quand même un boulot qui est vraiment au cœur aujourd'hui des institutions, ce qui n'était pas forcément le cas honnêtement il y a quelques années, pour essayer, selon les types de publics, de leur parler et de leur raconter les choses de la manière la plus adaptés possible en fait, pour pas les perdre et estimer que tout le monde va trouver ça génial sans explication ni cartel nulle part. Voilà. Je pense chez Artif, c'est assez spécifique. Le fait qu'on reste très en contact avec nos lecteurs, qu'on lise leurs messages et qu'on y réponde, nous permet de ne pas rester hors sol. On a une bonne 50aine de messages par jour.
Et parfois, il y a des gens pas contents qui donnent leur... Quand on parle d'art contemporain, on a plein de haters. Et voilà, mais ça nous... Du coup, on garde bien les pieds sur terre. Et puis... via notre activité B2B, donc les modules de culture générale qui sont déployés dans les écoles d'enseignement supérieur. Là aussi, on touche un public plus large qui n'a pas décidé par lui-même de s'abonner à la newsletter, mais c'est quelque chose qui lui est demandé et imposé par son école. On travaille avec des écoles post-bac, beaucoup, donc pas des grandes écoles après prépa, et beaucoup des formations en alternance, donc des étudiants qui viennent pas forcément d'un milieu où ils ont les moyens de payer une école privée. Et on a aussi d'excellents retours. Alors, on ne l'a pas toujours, mais on a eu l'excellente surprise au printemps l'année dernière, au mois de mai, d'avoir un message d'une étudiante. Elle a fait un post LinkedIn, en fait. Elle ne nous a pas envoyé un message directement. Elle a fait un post LinkedIn en nous taguant, en disant que ça avait changé sa vie de découvrir les modules de culture générale Artips. Et quand elle a eu la bonne surprise de voir qu'en plus, même si elle arrivait à la fin de sa formation, elle pouvait rester en contact avec Artips en s'abonnant à la newsletter gratuite. C'était le plus beau cadeau qu'on pouvait lui faire. Donc, c'était aussi notre plus beau cadeau. On l'a invitée à une conférence chez nous, à venir rencontrer l'équipe. Et bon, ça n'arrive pas tous les jours, des étudiants qui nous citent dans un message LinkedIn, mais on se dit qu'elle ne doit pas être la seule à apprécier ces contenus et à pouvoir assouvir sa soif d'apprendre, sa curiosité grâce à nos newsletters et à nos capsules culturelles très, très accessibles. Top, ça fait chaud au cœur, ça. Oui, j'arrive tout de suite. Bonjour, donc déjà merci pour vos présentations. On a abordé la question de l'accessibilité sous l'angle du genre, de l'âge et un peu du coup des milieux sociaux, mais pas sous la question des handicaps. Et je voulais savoir s'il y avait eu des initiatives dans chacun de vos domaines pour les personnes malvoyantes, les troubles 10, les personnes malentendantes, enfin tous les types de handicaps, et comment vous les prenez en compte dans la redéfinition du coup des pratiques avec le numérique. Super question, merci beaucoup. Alors, peut-être pour répondre rapidement, donc, nous, dans nos contenus, on ne met pas de gifs, on fait attention au contraste de couleurs, on fait extrêmement attention à l'accessibilité du numérique. Dans les capsules, les modules e-learning, dès qu'il y a de l'iconographie, des images, etc., il y a du texte alternatif, donc on écrit le texte alternatif au fur et à mesure qu'on intègre des objets iconographiques pour illustrer le propos. Donc évidemment, s'il y a des extraits vidéo, il y a des sous-titres, etc. Donc on fait très attention. Et on parlait dans nos choix éditoriaux, on a beaucoup parlé du sujet homme-femme tout à l'heure, mais en fait, on fait attention à tous les sujets, diversité, inclusion, donc les orientations sexuelles, les origines ethniques, la question du handicap. Il y a quelques années, on a traduit une newsletter en langue des signes, en LSF. On mettait en avant en fait l'œuvre d'une photographe et en parallèle on proposait en fait de découvrir la newsletter sous forme d'une vidéo LSF. Donc on fait aussi beaucoup de choses sur tous ces sujets. Canon. Est-ce que l'une d'entre vous a une autre réponse ? Oui, alors du coup, sur les plateformes, d'un point de vue technique, en tout cas, il y aura toujours des propositions de sous-titres, malentendants. Voilà, c'est toujours pris en compte, en effet. J'imagine que le Grand Palais immersif, vous êtes de toute façon obligé, et c'est normal que vous avez une accessibilité. Oui, bien sûr, il y a des normes liées au bâtiment qui font qu'on se doit d'accueillir tout le monde, quel que soit quelle que soit la personne. En revanche, c'est sûr que quelqu'un de malvoyant pour des projections, c'est pas forcément simple, donc on peut pas être parfait, mais on essaye de faire mieux. Donc nous, également, on a cette option sous-titres qui est disponible. On a une personne dans nos équipes dev aussi qui est en charge des sujets d'accessibilité justement et qui est là pour pouvoir regarder ce qui se fait sur le marché, sur les problèmes qu'on peut avoir à résoudre et faire des recos pour les prendre en compte dans nos développements. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, j'arrive. Je voulais savoir si vous prenez des alternants en informatique ou pas du tout. C'est une bonne question. Ça pourrait, on se pose la question de recruter un alternant dev
en 2025, enfin, sur l'année qui arrive. Ben voilà, Anna, Artips, hop, tu pourras aller la voir à la fin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Oui, merci. Ça rejoint un petit peu la question qui vient d'être posée, mais ça se dirige très spécifiquement sur le ballet immersif. Je voudrais savoir si vous avez une expertise interne pour développer les expériences artistiques que vous présentez en termes de programmation, ou est-ce que ce sont les artistes qui viennent avec leur programme et vous simplement les projetez dans votre espace? Et aussi, là c'est pas une question, mais plus pour Sophie peut-être, parce que moi l'une des choses qui m'a fait rentrer à 42, c'est que c'était aussi un musée d'art, et je trouve cette relation entre l'art et le numérique très important, et très intéressant en termes d'enchantement et tout ce que ça peut apporter. Est-ce qu'on pourrait penser à un partenariat avec le Grand Palais Immersif et peut-être un hackathon, des choses comme ça serait très intéressant. Merci. Avec grand plaisir, on fera faire un partenariat. Donc pour répondre à la première question, donc comme je vous disais, on a repris en fait le lieu il y a 3 mois, et du coup le but c'est qu'on décide de la programmation à venir nous, mais dans cette programmation on peut décider, ce qui est le cas en ce moment, de donner une carte blanche à un artiste qui va s'emparer du lieu et choisir de mettre ce qu'il y veut, enfin sous notre contrôle quand même, mais voilà. Donc là aujourd'hui c'est le cas. Pour les prochaines expositions, ce sera fait en interne. Donc c'est assez variable en fait, ça dépend. Mais on gère la production en interne, on a un directeur artistique. Toutes nos équipes font qu'on est censé être autonome, même si on laisse un artiste s'emparer du lieu, en gros. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, pour répondre à la deuxième, en fait, je suis ici entre autres parce qu'on a contacté proactivement l'école 42 en se disant ok, dans les types de publics qu'on voudrait toucher, notamment parce qu'il y a une expo liée à l'IA en ce moment et à la tech, ce serait intéressant de toucher des publics plus tech, plus ingénieurs, etc. Et voilà. Donc, organiser un hackathon, pourquoi pas, très très bonne idée. On est en train de discuter de ça avec Microsoft, qui se pose la question. En fait, ils doivent sensibiliser 1 million de personnes en France l'année prochaine à l'IA. Donc vaste programme. Et pour ça, on leur a proposé justement de créer pour eux des ateliers sur mesure liés à l'IA qui pourraient prendre plein de formes. Ça pourrait être apprends à créer ton œuvre d'art avec l'IA, parce qu'en fait il y a des œuvres créées avec l'IA dans l'expo actuelle, et donc ça pourrait s'adresser à des très jeunes comme à des gens plus âgés. On a proposé l'idée d'un hackathon, ça peut être des conférences sur un format plus classique, ça peut être plein de choses. Donc on est en train d'essayer de réfléchir à tout ça. Voilà. Et en effet, vous êtes ici dans un musée. Vous avez peut-être remarqué qu'il y avait des œuvres à l'extérieur et quand vous êtes passé par l'escalier. Et on a la chance d'être aussi un musée d'art urbain, de street art, ce qui fait que je crois que c'est tous les mardis ou un mardi par mois, je ne sais plus maintenant. Vous pouvez venir visiter 42, donc vous vous baladez au milieu des étudiantes et des étudiants qui, eux, sont en train d'apprendre et vous pouvez visiter le musée. On a des bénévoles de Artistic Réseau et on a la chance, on a fait en sorte que tous nos étudiantes et étudiants et nos salariés aussi aient accès au réseau Artistic Réseau qui permet de pouvoir aller voir des spectacles gratuitement, d'art contemporain, etc. Voilà. Donc on est investi aussi pour nos étudiants sur la culture. Eh bien, je vous souhaite un bon déjeuner. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Mesdames, je vous remercie infiniment pour être venues, pour avoir passé de votre temps et avoir échangé avec nous sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Merci.